Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour l'analyse de Mercado Libre. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une analyse et je voulais faire cette action parce que c'est une action que j'apprécie beaucoup. C'est une action que j'ai en portefeuille d'ailleurs, donc je précise quand même que j'aurai un avis peut-être un petit peu biaisé, étant donné que c'est une position que j'ai en portefeuille depuis un petit peu de temps maintenant et qui constitue une part importante de mon portefeuille quand même. Donc voilà, faites attention à ça, hein, faites toujours vos propres analyses et faites-vous votre propre opinion de votre côté, mais on est quand même parti pour l'analyse. Pour l'analyse, on va procéder de la manière suivante. On va commencer par analyser le business model. Ensuite, on va regarder la croissance, la rentabilité. Puis, on va faire l'avantage concurrentiel. On va essayer de voir s'il y a un avantage concurrentiel pour Mercado Libre. L'allocation de capital également. Le management. Et enfin, on fera la valorisation en dernier. Je vous mets les timecodes en bas de la vidéo si vous voulez directement passer peut-être à la valorisation, si vous voulez skip des trucs, etc. Voilà, je vous mets les timecodes si vous voulez. Et nous, on est parti pour l'analyse. Alors on est parti pour le business model. Les produits vendus déjà, c'est des services, c'est deux types de services. D'abord on a le segment original, la marketplace, comme Amazon en gros. Et ensuite ils ont développé Mercado Pago au fil des années qui propose des services de paiement et des services bancaires. Donc c'est un écosystème de services aujourd'hui. Les clients, ça va être une large base de clients. On va y voir à la fois les vendeurs, les commerçants et à la fois les consommateurs finaux. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est de toute manière une néobanque et une marketplace. Donc le but, c'est vraiment de vendre au plus grand nombre. La base de clients est donc très large. Le mode de facturation sur la partie marketplace, on est sur un take rate. Donc c'est une commission prise sur chaque vente. Et pour Mercado Pago, ça va être soit des frais bancaires qui sont pris ou des abonnements, ce qui revient à peu près au même. Et concernant l'utilité des produits vendus, ça va quand même être un service assez utile parce que en Amérique latine, la bancarisation est assez faible et donc le fait de proposer des services comme ça très accessibles, c'est quand même vachement utile pour les clients. Vous avez ici la répartition du chiffre d'affaires entre e-commerce et la partie fintech. On voit qu'on est à 55-45 en gros, avec une légère dominance pour le e-commerce. Et ici, vous avez aussi le CA par pays, avec une dominance du Brésil, ensuite le Mexique et enfin le marché historique, l'Argentine. Petite précision pour Mercado Pago, donc la fintech. Mercado Pago est 2/3 au Brésil en termes de part de marché, 2/3 pareil au Mexique et par contre Mercado Pago est premier en Argentine. Au Brésil, le premier ça va être Nubank et au Mexique c'est BBVA. Avec tout ça, moi j'ai mis une note du business model de 9 sur 10, principalement parce que pour moi il y a il y a plusieurs patterns qui sont très sympas, notamment le fait que c'est quand même des produits qui sont grand public, donc ça s'adresse à une large base de clients, donc il y a un potentiel de croissance qui est important. Comme c'était le cas pour Amazon d'ailleurs. Et ensuite, ils ont essayé de créer un écosystème de services. Les services, c'est naturellement souvent plus rentable que les biens, notamment parce que la marketplace, ça permet d'avoir facilement des commissions sans trop s'impliquer. Et en plus, comme ça forme un écosystème, ça fonctionne plutôt bien ensemble. Donc pour moi, c'est un très bon business model qui est très scalable notamment, puisque chaque vente, chaque compte bancaire en plus ne coûte pas grand-chose finalement à Mercado Libre. Voilà, donc maintenant, on va passer au gros point positif, quand même, il faut le dire, de Mercado Libre, qui est sa croissance. Aujourd'hui, je vous ai mis ici quelques graphes, je vais vous expliquer, mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Mercado Libre croît d'environ 40% par an, et ça dure depuis à peu près une dizaine d'années, en fait. Je vous ai mis ici la croissance en variation trimestrielle, c'est pas en annuel, c'est en trimestriel, et vous voyez que sur les 3 dernières années, on est toujours au-dessus de 7,5% d'un trimestre à l'autre. Donc c'est vraiment colossal parce que 7,5% d'un trimestre à l'autre, ça va vous donner à la fin du 32-33%. Donc c'est-à-dire qu'on est au-dessus de ces niveaux-là. Et là, récemment, la croissance a été très bonne, au-dessus de 10% en trimestriel. Ça ne devrait pas durer puisque c'était lié à une forte explosion des crédits accordés, mais on devrait plutôt se stabiliser autour des 7,5% parce que quand même Mercado Libre devient une entreprise de taille importante et forcément c'est plus difficile de croître quand on est très très important. N'empêche, ça fait quand même une croissance qui est très linéaire, on le voit ici, ça paraît extrêmement linéaire et en réalité ça l'est plutôt pas mal. Dans les prochaines années, il faut s'attendre à ce que la croissance diminue. Évidemment, avoir 40% de croissance par an indéfiniment, c'est impossible. Mais on peut s'attendre quand même à ce qu'elle reste très bonne. Moi, je pense que sur les
2-3 prochaines années, on va se rapprocher de 30% par an. Et puis ensuite, on va progressivement, d'ici 10-20 ans, tendre vers du 20% par an. En gros, dans 10 ans, je pense qu'on sera autour de 20% de croissance par an du chiffre d'affaires. Enfin, je vous ai mis ici le CA par segment pour voir un petit peu l'évolution. Donc on voit que le e-commerce a toujours été devant la fintech. La fintech en 2025 a connu une très grosse croissance également, et c'est ça qui a permis au chiffre d'affaires de bien croître en 2025. Ça ne devrait pas se maintenir à un tel niveau de croissance. Du côté du e-commerce, de la marketplace, par contre, on a une croissance qui est très stable et assez linéaire. Et donc là, c'est très positif, évidemment. Donc en termes de croissance, c'est vraiment exceptionnel. On va regarder maintenant la rentabilité. Donc rentabilité, on va regarder principalement le ROCE, mais moi j'aime bien maintenant fonctionner de la manière suivante. En fait, souvent le ROCE, on vous présente ça de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on vous dit on va diviser la marge opérationnelle, l'EBIT, par le capital employé ou l'invested capital, qui revient à peu près au même. C'est totalement juste, mais j'aime bien procéder un petit peu différemment, en fait en décomposant la marge et la rotation du capital. Ça revient exactement au même, mais ça permet de comprendre comment fonctionne un petit peu plus le business model, puisque dans le cas de Mercado Libre, ce qu'on voit, c'est que la marge opérationnelle n'est pas hyper importante, on est à 12% de marge opérationnelle, ce qui est un niveau pas hyper élevé, mais la rotation du capital, elle, est très très importante, elle est de 200%, et donc ça veut dire que le montant de chiffre d'affaires par rapport au capital employé est assez élevé, ce qui permet l'un dans l'autre, quand on les multiplie, parce que ça revient exactement à la même, je le rappelle, d'avoir un ROCE de 24%, ce qui est largement bien en fait, au-dessus de 20%, moi je trouve qu'un ROCE est bon, quand on se rapproche des 25%, on est sur un bon ROCE également, et puis après, plus on monte, mieux c'est, mais 24% pour une entreprise qui n'a pas une rentabilité encore finie, puisqu'on peut imaginer que la rentabilité va augmenter dans les prochaines années. La rotation du capital a tendance à être plutôt stable, mais la rentabilité, on peut espérer qu'elle monte autour des 15%, et bien ça nous ferait un ROCE qui s'améliore encore. Petit point sur les marges, on est sur des marges qui sont pas hyper élevées, mais en réalité en ligne avec le secteur. La marge free cash flow à 2S, donc ça c'est du free cash flow available to shareholder, donc en gros c'est le free cash flow, c'est le montant restant des bénéfices une fois que tout est dépensé et qui est disponible pour les actionnaires. Il est d'environ 9%, ce qui est intéressant c'est qu'on est sur une boîte qui a beaucoup de croissance mais qui est quand même déjà rentable. Donc ça c'est très positif, puisqu'on en connaît plein, des boîtes qui ont des croissances explosives mais qui ne sont pas rentables. C'est pas le cas de Mercado Libre. Mercado Libre est déjà rentable et donc il n'y a pas cette question-là. Petit point sur la marge brute, elle est de 44%, c'est correct, mais elle est en baisse. Alors ça peut inquiéter, le fait est que ça traduit en fait un changement de business model depuis une dizaine d'années, où avant on n'avait que le côté marketplace, c'était le cas aussi d'Amazon à ses débuts, et Mercado Libre a fait le choix de se développer notamment donc sur Mercado Pago, qui a une marge brute plus faible, les services financiers ont souvent des marges brutes plus faibles, et ils ont aussi développé Mercado Envios. Mercado Envios, c'est un service de livraison, et ça, un service de livraison, ça coûte pas mal d'infrastructures, d'argent, et donc ça a tendance à avoir une marge brute beaucoup plus faible, puisque faut payer les camions, faut payer l'essence, ça coûte vraiment pas mal d'argent. C'est le but derrière ça, derrière Mercado Envios, c'est évidemment de fidéliser, mais ça a eu un impact sur la marge brute. Attention, ça n'est pas forcément dramatique pour la marge opérationnelle à la fin. Petit point rapide sur l'endettement, on a une dette nette de 6 milliards, l'operating cash flow il est de 4 milliards, le free cash flow de 2 milliards 7, donc ça fait des ratios qui sont en dessous de 3 dans les deux cas, donc il n'y a pas de problème d'endettement. En résumé sur cette analyse quantitative, ce qu'on peut voir c'est qu'on a une excellente croissance et qui devrait perdurer à un niveau excellent, parce qu'au-delà de 20% de croissance, ça reste excellent, on peut se le dire. Et la rentabilité, elle est aujourd'hui correcte, puisqu'on a une boîte qui est rentable déjà, et elle va tendre vers une amélioration. Je pense que dans les prochaines années, et à horizon 10 ans, on pourrait atteindre peut-être 12% de marge free cash flow à 2S, voire plus, c'est totalement possible qu'on ait plus, mais ça nous permettrait d'avoir un bon ROCE et puis aussi une meilleure rentabilité tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis une super note de 9 sur 10, parce que selon moi, en fait, il n'y a pas de problème de rentabilité aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'endettement, et on a une super croissance. On continue avec l'avantage concurrentiel. Donc, premier avantage concurrentiel chez Mercado Libre, c'est son effet de réseau. Ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les marketplaces. Plus vous avez d'acheteurs, plus les vendeurs vont être intéressés pour aller sur cette plateforme.
et inversement. Plus vous avez de vendeurs sur la plateforme, plus les acheteurs vont se diriger vers elle. Donc la taille de Mercado Libre est une force en soi et ça permet de un petit peu brider la concurrence à ce niveau-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui Amazon a très peu de concurrents et que Mercado Libre a très peu de concurrents en Amérique latine. Sur Mercado Pago, on va avoir un effet un petit peu similaire puisque plus les solutions de paiement de Mercado Pago sont acceptées, plus elles deviennent communes à la fois pour les commerçants et les consommateurs finaux, et donc tout le monde s'accorde à utiliser ces moyens de paiement-là. Un deuxième mot qui est intéressant, c'est le fait que l'entreprise a créé un écosystème intégré. Alors, à la fois côté consommateur et à la fois côté vendeur. Côté consommateur, déjà, on va y avoir l'intermédiation entre la marketplace, les paiements et la gestion des crédits, puisque un consommateur peut tout à fait payer des produits de la marketplace avec son compte Mercado Libre, en faisant peut-être des paiements en plusieurs fois. Et aussi, Mercado Libre a créé le Meli Plus, qui est un abonnement à l'instar de Amazon Prime en fait. C'est littéralement la même chose que Amazon Prime. Et donc ça permet tout simplement de fidéliser un petit peu la clientèle, de proposer des services supplémentaires. Je crois qu'il y a un accès à Disney Plus notamment avec Meli Plus. Donc voilà, c'est l'idée de créer un écosystème. Ça fonctionne souvent assez bien ce genre de choses. Et encore une fois, Amazon a fait la même chose. Il faut bien comprendre que Mercado Libre, le management s'est pas trop embêté. Ils ont regardé ce qu'ont fait Amazon pour progresser. Et ils ont fait globalement pareil, ils l'ont adapté, ils ont fait pareil. Et globalement, ça fonctionne assez bien. Côté vendeur, on a aussi un écosystème intégré puisque pour le vendeur, ça va lui faciliter beaucoup la vie de passer par la gestion logistique et la livraison qui est proposée par Mercado Libre. Comme ça, il n'a pas trop à s'embêter. C'est notamment le but de Mercado Envios qui aujourd'hui prend 60 à 80% des commandes sont gérées directement par ce système et évidemment c'est un gain de temps énorme pour le vendeur. Donc lui il n'a pas trop à s'en occuper, évidemment il y a une commission qui est prise mais elle est suffisamment avantageuse pour que lui ça n'empiète pas sur sa marge. Meli va aussi proposer la gestion des paiements en plusieurs fois, donc comme ça si le consommateur final veut payer en plusieurs fois, Meli s'en charge directement et évidemment prend une petite commission au passage. Et enfin, Meli propose un accès à la publicité avec Mercado Ads où les vendeurs peuvent directement poster des publicités pour mieux vendre leurs produits. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a vraiment un écosystème à la fois côté vendeur, à la fois côté consommateur qui permet de fidéliser tout le monde et de créer un écosystème un peu sticky pour que tout le monde soit bloqué dedans et qu'il n'ait pas intérêt à en changer. C'est surtout ça. Le but, c'est pas de le piéger, c'est vraiment de lui apporter beaucoup de facilitation pour qu'il n'ait pas intérêt à en changer. Morningstar a d'ailleurs mis la note de Weightmote et je suis tout à fait d'accord avec cette note-là. En fait, souvent dans ce genre de boîte, il n'y a pas besoin de trop analyser puisque la taille en elle-même montre qu'il y a un moat et qu'il est très puissant. Mais ça vaut le coup quand même d'analyser un petit peu pour le comprendre. L'allocation de capital, on va aller assez rapidement là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, étant donné que Mercado Libre ne fait pas de dividendes, pas de rachat d'actions et pas d'acquisition. Donc comme ça au moins il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y a aussi pas vraiment de R&D. Il y a un budget Product and Technology Development, mais il n'est pas très élevé, il ne croît pas très vite par rapport au chiffre d'affaires. Ça devient de plus en plus petit dans l'ensemble des dépenses de Meli. Donc c'est pas très très important. L'essentiel aujourd'hui des investissements, c'est donc des CAPEX qui représentent 33% de l'operating cash flow 2025. Le reste étant gardé en cash. Ce sont des CAPEX qui sont utilisés notamment pour développer Mercado Envios, donc en achetant des flottes de camions, quelques avions cargo, également des entrepôts, ce genre de choses pour faciliter tout simplement la livraison et la logistique. L'idée étant derrière évidemment de renforcer le moat de Mercado Libre. Concernant le management maintenant, jusqu'à peu, on avait le CIO et fondateur Marcos Galperin qui a laissé sa place, il est devenu chairman, mais il a laissé sa place à Ariel Schwarzenegger, je ne sais pas du tout comment prononcer ce nom, donc on va l'appeler Ariel, ce sera plus simple. C'est un petit nouveau, donc depuis 2026. Alors, c'est pas une super bonne nouvelle, on aurait préféré garder l'ancien, mais bon, faut bien qu'il parte à me donner. Ça va parce qu'il reste chairman, donc il va quand même occuper d'ailleurs un poste plus stratégique au sein de l'entreprise. Intéressant, on va voir ce que c'est. Peut-être qu'il va se focus sur l'allocation de capital et qu'il va laisser à Ariel la gestion opérationnelle. Peut-être que c'est ça, on verra dans les prochaines années. Mais toujours est-il, si on se concentre sur Ariel, ce qu'il faut voir, c'est que, point négatif, il n'a pas de skin in the game.
déjà, donc pas d'action, il détient quasiment aucune action. Alors que Galperin, il en détenait 7%, donc il était vraiment très très impliqué, et puis de toute manière, c'était l'entreprise qu'il avait fondée, donc il y avait plus qu'un intérêt financier là-dedans. Et si on s'intéresse à la seniorité du nouveau CEO, il est dans l'entreprise depuis seulement 2017, donc c'est pas énorme, hein, honnêtement, ça fait moins de 10 ans qu'il est dans la boîte. Par contre, petit point positif, il a été le chef de la section e-commerce depuis 2022, donc il était quand même à un poste assez important. Et aussi, il a mené le développement de Mercado Envios, qui est aujourd'hui une réussite parce que ça fonctionne vachement bien. Les vendeurs l'utilisent beaucoup. Donc, il y a quand même du positif à son actif. Et puis, petit dernier point positif, c'est que Galperin, c'est lui qui a nommé Ariel, donc je pense qu'il le connaît un petit peu et il croit en tout cas dans ses capacités. Avec tout ça, cette analyse fondamentale, je lui mets une note de 9 sur 10, avec un management, donc pas un management douteux, mais un management où on se pose des questions, il va falloir voir, il va falloir observer quelles sont les décisions d'investissement qui sont prises, notamment, c'est ça qui est intéressant. L'allocation de capital, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, étant donné que l'entreprise fait des investissements, ils ont dans le passé été bons. Morningstar, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais a mis la note d'exemplaire pour l'allocation de capital, donc c'est plutôt positif à ce niveau-là. Donc j'ai mis une bonne note aussi. Et l'avantage concurrentiel, le moat, Morningstar a mis la note de wide. Comme je vous l'ai expliqué, je pense qu'il y a un moat qui est très très fort et qui s'explique déjà par la taille de Mercado Libre. Avec tout ça, j'ai mis une note fondamentale de 9 sur 10 parce que je considère qu'il y a peu de points négatifs, le seul étant le management qu'il va falloir surveiller. Voilà, on va pouvoir passer à la valorisation. Donc déjà, la valorisation, si on prend d'un point de vue historique, je vous ai mis le bénéfice brut en moyenne 3 ans ici, qui est à 10 fois à peu près, tandis qu'aujourd'hui on est à 6,3, donc on a une sous-valorisation de ce point de vue-là. Je ne l'ai pas fait pour toutes les métriques, parce que le problème c'est que comme c'est une entreprise qui a une rentabilité un petit peu naissante, bah, mécaniquement vous aurez des moyennes qui ne seront pas vraiment pertinente. Donc ça marche un petit peu que pour le bénéfice brut et le chiffre d'affaires. Vous êtes quand même sur une sous-valorisation d'à peu près 40%, si on regarde par rapport aux valorisations historiques, 35-40%. Donc il y a une sous-valorisation. Maintenant, il faut voir si c'est une sous-valorisation pertinente, on va dire. Si on regarde trois métriques, donc l'operating cash flow, le free cash flow et le net income, on est respectivement à 25 fois pour l'operating cash flow, 39 fois pour le free cash flow et 47 fois pour le net income. C'est des niveaux qui peuvent paraître assez élevés, mais il faut quand même toujours les mettre en relation avec la croissance de Mercado Libre, qui est aujourd'hui très élevée, et aussi avec le potentiel d'augmentation de rentabilité. Donc on va faire un petit DCF. Alors, le DCF, on part d'un free cash flow A2S de 2 milliards 291 millions, et on lui applique une croissance de 18% annuelle pendant 10 ans. Pourquoi 18%? Parce que je pense que la croissance du chiffre d'affaires sera au moins de 18% par an sur les 10 prochaines années, et qu'en plus, on aura une légère amélioration de la rentabilité. Aujourd'hui, on a 9% de marge, je pense qu'on peut passer à 12% au bout de 10 ans, assez facilement, et 18%, c'est largement ce qui se justifie dans ce cas-là. Donc, en termes de niveau de valorisation, on est à 39 aujourd'hui, j'ai mis 30 final, et avec tout ça, ça nous donne un prix juste de 2668 $, donc un niveau beaucoup plus élevé que le prix actuel de Mercado Libre qui est à 1636 $ à l'heure où je parle. Donc un niveau bien plus élevé. On est 57% au-dessus du prix actuel, donc il y a vraiment un upside potentiel qui est assez important. Et d'ailleurs, si vous voulez voir pour combien se justifie le prix actuel, eh bien c'est pour 12% de croissance du free cash flow. C'est quand même très peu, je trouve, 12% pour une entreprise qui fait 40% de croissance du chiffre d'affaires aujourd'hui. Honnêtement, à mon avis, il y a sous-valorisation aujourd'hui, hein, ça me paraît assez évident. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que je trouve que Mercado Libre est une entreprise intéressante à l'heure actuelle. Et pour comparer, si on regarde sur Amazon, aujourd'hui, si on prend l'operating cash flow, donc c'est pas forcément le plus pertinent, mais on peut pas prendre le free cash flow à l'heure actuelle. On pourrait prendre le PER en soi. Prenons l'operating cash flow. Aujourd'hui, on est à 18 de ratio de valorisation. Et la croissance estimée pour les prochaines années, on est autour de 14-15% par an. Donc, ce qui est quand même beaucoup, hein, mais ça ne permettrait pas d'avoir une performance aussi bonne que pour Mercado Libre.
Voilà pour cette analyse. Si on fait un récap, on a quand même un business model de qualité avec un écosystème de services qui fonctionne bien ensemble, qui intègre tous les produits ensemble et qui crée un écosystème assez sticky pour le client et pour le vendeur. Une très bonne croissance évidemment, une rentabilité qui est correcte, un management qui, on le verra, mais j'espère sera compétent. Dans tous les cas, il a été compétent jusqu'ici. Et en termes de valorisation, à 1700$, même 1630 aujourd'hui, pour moi c'est assez peu valorisé. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, j'ai pas l'intention de remettre du Mercado Libre dans mon portefeuille puisque j'en ai déjà beaucoup. Même si à 1638 ça me fait de l'œil quand même, je trouve quand même que c'est une entreprise qui est aujourd'hui très très intéressante et très décotée. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous avez pensé de cette analyse en commentaire. Voilà, vous mettez vos petits avis si vous détenez peut-être du Mercado Libre, si vous qu'est-ce que vous comptez faire avec cette position. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.